Alors, nous avons tous entendu le mot rupture dans les discours récents du Premier ministre, mais pendant que la France cherche sa rupture politique, le monde vit, lui, sa rupture écologique. Notre terre se rompt, les glaciers reculent, les équilibres océaniques se dégradent et les sols meurent. Nous venons de franchir la 7e des 9 limites planétaires, celle de l'acidification des océans. Et pendant que la planète bascule, le budget de l'écologie, lui, stagne malheureusement. Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit ainsi 24,2 milliards d'euros en autorisations d'engagement et 21,8 milliards d'euros en crédit de paiement pour la mission écologie, développement et mobilité durable. Cela pourrait paraître conséquent, mais en réalité, c'est une stabilisation inférieure à l'inflation. Autrement dit, c'est une baisse déguisée. Et ce ne sont pas des coupes abstraites, ce sont des coupes dans la vie quotidienne de chaque Français. Quand le Fonds vert perd près de 40% de ses crédits, ce sont les petites communes rurales et les quartiers populaires qui trinquent. Ce sont les maires des villes comme Nanterre, Dunkerque ou Saint-Denis qui ne peuvent plus financer la rénovation des écoles, la désimperméabilisation des cours d'école, la réhabilitation des logements passoires ou les projets de géothermie locale. Ce sont des élus qui doivent choisir entre réparer un gymnase ou isoler une école. Et ce n'est pas une exception. Le programme Paysage, Eau et Biodiversité recule lui aussi, passant de 411 millions à 378 millions. Et pendant ce temps, les inondations dans le Pas-de-Calais, la sécheresse dans le sud, les cancers environnementaux dans la vallée de l'Arve ou dans les Bouches-du-Rhône explosent quant à eux. On parle de justice climatique, mais le gouvernement fait exactement l'inverse. Il fait payer la crise écologique à ceux qui la subissent déjà. Donc la liste continue avec le plan vélo qui passe de 100 millions à 73 millions d'euros, alors que justement ce sont les familles modestes, les jeunes, les travailleurs précaires qui ont besoin d'alternatives à la voiture dans beaucoup d'endroits. On parle beaucoup de planification écologique, mais en vérité ce budget de la mission écologie est une planification de renoncement, car même les moyens humains sont rognés, moins 316 postes pour le ministère de la Transition écologique et moins 14 pour l'Office français de la biodiversité. À force de coupes, les inspecteurs ne peuvent plus contrôler les pollutions, les agences de l'eau sont asphyxiées, les associations environnementales voient leurs subventions fondre. C'est une écologie sans souffle et sans budget pour cette année. Ce budget signe ainsi une orientation politique, celle d'un État qui préfère peut-être rassurer les marchés plutôt que protéger la planète. Et en réalité, ce qu'on nous propose, c'est une écologie à crédit. Mais derrière ces chiffres, il y a des vies. Donc des parents qui ne peuvent plus payer leurs factures d'énergie parce que l'État recule sur la rénovation thermique, des habitants de zones industrielles qui respirent les particules fines faute d'investissement dans la dépollution, des enfants qui transpirent dans les cours d'école à 45 degrés en été parce qu'on n'a pas financé des îlots de fraîcheur. Voilà ce que produit cette politique de l'injustice environnementale pure et simple. Pendant que les plus riches achètent des SUV électriques subventionnés, les plus pauvres voient disparaître les aides pour changer leur vieille chaudière ou isoler leur logement. Pendant que l'État allège les taxes sur le kérosène, il laisse les ménages seuls face à la hausse du prix du carburant. Ce n'est pas seulement un budget insuffisant, c'est un budget indécent parce qu'il abandonne les territoires, en particulier les plus populaires, à la double peine, celle de subir la crise sociale cumulée à la crise climatique. Mais cette insuffisance ne s'arrête pas à nos frontières. Car pendant que nous parlons de verdir notre économie, nous exportons ailleurs le coût écologique de notre confort. C'est tout le sens de cette deuxième partie du rapport sur le colonialisme par les déchets. Sous les discours de coopération et de recyclage se joue une réalité brutale, celle d'un néocolonialisme environnemental. Chaque année, plus de 30 millions de tonnes de déchets européens quittent nos ports de Rotterdam, du Havre ou d'Anvers pour finir sur les plages du Ghana, dans les rivières du Vietnam ou au bord des bidonvilles de Malaisie. Plastique, vêtements, batteries, métaux lourds. Ce que nous appelons ici recyclage est souvent là-bas déversement. Nos déchets y sont brûlés à ciel ouvert, triés par des enfants, manipulés sans protection. C'est un commerce mondialisé du sale, un business de la honte. Et cette honte a un nom, le colonialisme vert. Une nouvelle domination sans drapeau mais avec des conteneurs. Une conquête armée sans armée mais avec des contraints. La production mondiale de déchets solides municipaux atteindra 3,4 milliards de tonnes d'ici 2050, soit une augmentation de 70% en 30 ans. Dans les pays du Sud, 93% des déchets finissent dans des décharges à ciel ouvert, quand dans les pays du Nord, ce chiffre tombe à 2% et moins de 10% du plastique mondial est réellement recyclé. Les conséquences sont terribles. Des vaches au Kenya sont retrouvées avec 35 kilos de plastique dans l'estomac. Près de 11 000 tonnes de plastique français rejoignent chaque année la Méditerranée. Des sols, des nappes et des corps sont empoisonnés durablement à Accra, sur Abaya ou à Dakar par des substances que nous avons produites.
Cette pollution au plastique a été multipliée par 200 en 70 ans. Elle est passée de 2,3 millions de tonnes en 1950 à près de 460 millions de tonnes aujourd'hui, et ça continue d'augmenter de 4% par an. Chaque année, ce sont ainsi plus de 400 millions de tonnes de déchets plastiques qui sont générés, dont près de 40% préviennent du seul secteur des emballages, ces plastiques à usage unique qui ne vivent que quelques minutes avant de devenir un fardeau pour des siècles. Ces emballages superflus, fruits d'un consumérisme absurde, encombrent nos supermarchés, nos poubelles et nos océans. L'OCDE estime que moins de 10% des plastiques produits dans le monde sont effectivement recyclés, le reste est enfoui, brûlé ou exporté. Alors notre système actuel perpétue des hiérarchies du passé. Les pays du Nord consomment, les pays du Sud encaissent. Nous exportons nos pollutions, comme hier nous exportions nos empires. Ce rapport nous indique que les réglementations internationales, Convention de Bâle, décision de l'OCDE, règlement européen sur les transferts de déchets, ont progressé, mais les contournements demeurent. Trafic, fausses déclarations, recyclage fictif. Et au cœur de ces contournements, un angle mort grandit, celui des objets dits de seconde main. Sous couvert de donner une seconde vie à nos biens, l'Europe déverse chaque année des millions de tonnes de vêtements, d'appareils électroniques et de mobilier vers l'Afrique et l'Asie. Selon Greenpeace Africa, plus de 15 millions de vêtements d'occasion arrivent chaque semaine au Ghana. Et près de la moitié sont invendables. Ils finissent brûlés, enfouis ou emportés par les pluies vers la mer. L'Agence européenne pour l'environnement estime que les exportations européennes de textiles usagés ont triplé en 20 ans, passant de 550 000 tonnes en 2000 à près de 1,7 million de tonnes en 2019. Ce qui est présenté ici comme économie circulaire devient là-bas économie toxique. Nos habits durables deviennent leurs déchets ultimes. Le commerce du seconde main est ainsi devenu, dans bien des cas, la vitrine propre d'un système sale, une illusion de vertu qui masque un transfert massif de nuisances et de responsabilités. C'est pourquoi les ONG appellent aujourd'hui à redéfinir strictement la notion de seconde main et à interdire toute exportation d'objets inutilisables sous ce label. Ce rapport formule ainsi 12 recommandations, parmi lesquelles le renforcement des contrôles de suivi de nos déchets lorsqu'ils quittent le territoire national afin de s'assurer qu'ils ne partent pas hors de pays de l'OCDE, la nécessité d'une redéfinition des produits dits de seconde main, un renforcement du soutien aux structures multilatérales existantes telles que le Fonds vert pour le climat, en préalable à la création d'un fonds international de compensation environnementale financé par les pays développés pour réparer bien évidemment les dégâts subis par les pays du Sud. L'intégration dans le calcul du bilan carbone national des flux de déchets exportés, une traçabilité obligatoire des matières recyclables sur toute la chaîne logistique et au niveau européen, une diplomatie écologique offensive conditionnant tout accord commercial à des clauses environnementales et sociales contraignantes. Au fond, il ne s'agit pas seulement de rééquilibrer des flux, mais de repenser notre rapport au monde, de passer d'une écologie de façade à une écologie de la dignité, d'une écologie de comptabilité à une écologie de justice. L'écologie n'est pas une variable d'ajustement budgétaire, c'est la condition même de la paix et de la prospérité. Et refuser d'y investir, c'est choisir le chaos climatique et l'injustice sociale. Donc ce combat, bien sûr, doit être mené sur le terrain des idées et des modèles économiques, car derrière chaque tonne de plastique exportée, derrière chaque hectare de biodiversité sacrifiée, se cache un modèle, celui d'une économie qui confond croissance et destruction, profit et progrès. On doit inventer une autre chose, d'autres choses, une économie de la sobriété, du soin, du partage, où la valeur ne se mesure plus seulement à ce qu'on produit, mais aussi à ce qu'on préserve. Je pense que la France a un rôle particulier à jouer dans cette bataille, par son histoire et sa voix singulière. Elle peut être une puissance d'équilibre qui relie le Nord et le Sud, la puissance du juste milieu. Cela suppose de faire de la justice environnementale un pilier de notre diplomatie, au même titre que les droits humains. Donc le rapport que nous examinons ce matin nous rappelle une chose simple. L'écologie, vous l'aurez compris, n'est pas un supplément d'âme, c'est une exigence de justice et de responsabilité. On ne pourra pas construire un avenir commun sur les inégalités environnementales qu'on continue de perpétuer. Et donc il est temps que la France assume pleinement son rôle à travers le monde. C'est le sens des recommandations, remettre de la cohérence entre nos discours et nos actes, entre nos ambitions climatiques et nos pratiques économiques. C'est à cette condition seulement que notre écologie sera crédible, efficace et juste. Je vous remercie. Merci, Madame Sebaï.